nous allons commencer avec l'intervention de Pierre Casou-Noguès, qui est professeur à Paris 8, directeur de la revue Substance et travaille en philosophie de la fiction. Il travaille beaucoup sur les questions technologiques. Il a travaillé sur des questions d'épistémologie, sur Cavaillés, Bachelard. J'ai vu qu'il y a un très grand nombre d'ouvrages publiés. Je vais en citer le plus récent. En 2022, La bienveillance des machines, comment le numérique nous transforme à notre insu. Birusland. En 2019, Technofiction. En 2019 encore, Bienvenue à Erouan, un film. Puis un autre en 2017, Un laboratoire philosophique, Cavaillés et l'épistémologie en France. Un autre en 2016, Métaphysique d'un bord de mer. Peut-être que c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Donc, je ne veux pas continuer parce qu'il y a beaucoup d'autres ouvrages. Je voulais juste donner le remercier à nouveau. Le titre de son intervention, c'est La nouvelle étrangeté des stéréotypes. Je te laisse la parole, Pierre. Encore merci d'être venu. Eh ben, merci beaucoup pour votre invitation. Et je suis donc très content et un peu intimidé de présenter des expériences plutôt que des recherches ici. Et donc, je vais parler des stéréotypes. J'ai parlé de travaux avec Gwenola Wagon, d'expérience. Gwenola Wagon est artiste et nous avons tous les deux travaillé sur un certain nombre de films, de vidéos, d'installations qui jouent autour du stéréotype. Et donc, je vais montrer beaucoup de choses avec une totale ignorance de la sémiotique. C'est-à-dire, je vais essayer de jouer sur les stéréotypes, mais sans du tout m'interroger sur les opérations sémiotiques qui permettent de les produire, de les décaler, etc. Donc, c'est vraiment un exposé de philosophe, puisque je suis donc philosophe, un exposé de philosophe qui a essayé de mettre la main dans le cambouis de la fabrication des images. Et la fabrication des images, en fait, sous forme de ce qu'on appelle le found footage, les plans trouvés, c'est-à-dire donc la réalisation de films à partir d'images trouvées sur Internet. Et puis, ce qui correspond, en fait, on parle de plans trouvés sur Internet, mais il s'agit bien, en fait, de constituer des plans, parce que les plans, ils sont noyés sous une masse d'autres plans, donc il faut les faire émerger. Souvent, les plans sont aussi transformés, on change la colorimétrie, le cadrage. Donc, il s'agit en fait de produire des images à partir de ce matériel qu'on trouve sur Internet. Donc, production des images sur Internet, disons donc le cinéma de found footage, comme on dit dans l'expression consacrée en anglais, et d'autre part avec les intelligences artificielles. Alors, en guise d'introduction, pourquoi ce jeu autour des stéréotypes? Et ça tient à ce que, et j'y reviendrai tout à la fin de cet exposé à propos de la méthode finalement que j'emploie, je défends de façon générale l'idée que l'étrange est le mode de la critique philosophique aujourd'hui. C'est-à-dire une question qui est pour moi en fait même le problème de la philosophie aujourd'hui, c'est de savoir comment la philosophie peut se confronter aux mutations technologiques et à la crise environnementale alors qu'elle n'a pas de domaine empirique. C'est-à-dire, eh bien, d'un côté, la philosophie vise à se confronter au réel. Ce n'est pas simplement une discipline de texte ou d'histoire. Il y a dans la notion même de philosophie l'idée de se confronter au réel, mais dans le partage actuel des disciplines, on pourrait dire dans l'épistémé actuelle, la philosophie se trouve dépourvue de domaine empirique. Et si je dis le niveau des eaux, le niveau des océans va monter de 1,50 m en 2100, aura monté de 1,50 m en 2100, c'est de la climatologie ou de l'océanographie. Si je dis les gens veulent être protégés par des digues, c'est de la sociologie.
si je dis cette situation provoque chez une part grandissante d'entre nous une anxiété d'un type nouveau, c'est de la psychologie. Donc, que reste-t-il à la philosophie? Comment la philosophie peut-elle se confronter à ce réel, alors que, semble-t-il, tout ce qu'elle peut dire est déjà pris par une autre discipline. Et la situation est la même lorsque l'on veut parler des mutations technologiques. Qu'est-ce que, en tant que philosophe, je peux dire des IA? C'est-à-dire, est-ce que ce que je peux dire des IA ou des réseaux sociaux ne va pas, d'un côté, soit tomber dans le registre d'une science technologique, voilà, si vous voulez savoir comment fonctionnent les IA, il vaut mieux inviter un informaticien que moi, soit tomber du côté de la sociologie ou de la psychologie. Comment le philosophe peut-il se confronter à ce réel des mutations technologiques? Je m'aperçois que j'ai fait une énorme coquille sur ma diapositive. Donc, comment se confronter ces mutations technologiques? J'ai oublié le S à technologique. Voilà. Bon, bref. Énorme. Donc, voilà. Et une des choses que je défends, que je défends en général, mais qui explique ce jeu sur les stéréotypes, c'est que ce que peut faire la critique philosophique, c'est au moins montrer l'étrangeté de ce qui se passe, l'étrangeté des mutations technologiques, l'étrangeté de notre attitude face à la crise environnementale. Et c'est dans cette perspective que, dans ces différentes expériences avec Gwenola Wagon, nous avons joué sur les stéréotypes. Il s'agit donc de reprendre des stéréotypes, mais de les prendre à contre-emploi, dans une opération, si on veut, parce qu'on en parlait de défamiliarisation, de les prendre à contre-emploi pour en montrer l'étranger. Donc il s'agit à la fois de stéréotypes et de stéréotypes qui ne vont pas forcément jouer comme des stéréotypes. Et voilà, je vais essayer d'en donner toute une série d'exemples et plutôt pour les proposer à la discussion que pour en dire en fait quoi que ce soit. Mais je serais très heureux d'avoir votre regard sur ces expériences. Alors, le premier, donc il y aura deux parties dans mon exposé. La première partie, et je parle à peu près 3/4 d'heure. Oui, c'est ça. Donc la première partie concerne les réseaux sociaux avec 2 expériences, et la deuxième partie concerne les intelligences artificielles, et peut-être d'ailleurs que je parlerai un peu moins de 3/4 d'heure. Alors, comment... Ah oui, voilà, donc je l'ai là. Et je veux donc, il s'agit d'un projet donc avec Gwenola Wagon, Virusland 2020, qui est une sorte de journal vidéo de la pandémie. C'est-à-dire, avec ces 16 chapitres, nous avons collectionné des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux aux différents moments de la pandémie. Et c'est une sorte de document, pas vraiment sur la pandémie, mais sur notre imaginaire sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. Et donc, il y a une vidéo autour des différentes théories du complot pendant à la période de la vaccination, dont tout le monde se souvient. Alors, par contre, il faut que je mette le ton. Peut-être il faut que tu mettes le tien. Oui, alors. Là, il n'y a pas de son. Alors. Il n'y a pas de son. Ah bah si. Faut arrêter avec ce mot. Faudrait le bannir. Les complotistes, les compagnies pharmaceutiques prétendent qu'elles sont en...
C'est pas vrai. En réalité, elles veulent pouvoir administrer Alors, le vaccin sans avoir à se soumettre au contrôle des autres. c'est un peu, c'est compliqué. Ah, euh, Il faut couper celui-là. Ça y est. Pour me protéger de quelque chose contre lequel je suis déjà immunisé, mais ça n'a pas de sens. Je ne vois pas d'explication rationnelle. on peut essayer. Oui, mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'il ouvre son son pour que la distance l'entende. Donc, ça va faire une minute. Bon, ben, je vais mettre à 100. Ok. Oui, mais le problème va être le même, parce qu'il va falloir qu'il ouvre le micro pour que ça passe là, mais pour que les autres l'entendent à distance, il va falloir qu'ils ouvrent celui-là aussi. Et c'est fermé. Tous les sons sont fermés dans cet ordinateur. Voilà, voici maintenant. Seulement nous asservir pour de l'argent. Et si vous entendez la vidéo, À le son payer de la chaque vidéo année un nouveau vaccin. à distance. Ce serait, à Oui, mon avis, ça marche bien. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est le qui. Alors, je vais remettre. C'est ça qu'il faut être sur la tangente. Sur le fil du rasoir. Faut arrêter avec ce mot. Faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. Mais qui est complotiste, hein? Les compagnies pharmaceutiques prétendent qu'elles sont en train de produire des vaccins spécifiques pour lutter contre les variants. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, elles veulent pouvoir administrer de nouveaux vaccins sans avoir à se soumettre au contrôle des autorités médicales. Moi, bon, je suis pas seul, hein, et je veux pas donner une leçon ici, mais celui qui ne se prépare pas au pire est presque sûr de le vivre. Ils veulent m'injecter une séquence de gènes inconnue pour me protéger de quelque chose contre lequel je suis déjà immunisé. Ça n'a pas de sens. Je ne vois pas d'explication rationnelle.
Si vous voulez mutiler ou rendre stérile, ou même tuer une part importante de la population mondiale, c'est à mon avis le meilleur moyen. C'est tout à fait faux de prétendre que la vaccination pourrait conduire à l'infertilité. Ça n'est pas vrai qu'il y a dans le vaccin une protéine qui empêcherait le développement du placenta. Alors, il veut peut-être seulement nous asservir pour de l'argent, nous obliger à payer chaque année un nouveau vaccin. Ce serait, à mon avis, l'explication la plus bénigne. Sinon, c'est pire. Et je n'exclus pas qu'il s'agisse d'une opération de dépopulation. La civilisation industrielle, c'est la civilisation de la machine, et donc la vaccination, c'est encore plus de machines. Vous disiez, il y a peu, l'été peut devenir un cauchemar. Oui, l'été peut devenir un cauchemar. Vous dites toujours la même chose ce matin? Ah bah, tout à fait, hein. Les chiffres n'ont pas changé en quelques jours, là. Les scientifiques, à chaque fois, je fais un petit geste, hein. Pardon, mais la courbe, elle partait quand même très haut et là, on voit qu'elle amorce une berce. Alors bon, Non, vous êtes de mauvaise foi, monsieur. Non, vous êtes de mauvaise foi. Non, mais j'ai pas envie de répondre. Je veux dire, on va pas répondre à ça. Bah, bien évidemment que non. Mais non. Non, pas paumé. Ils ont réussi à les contraintes. C'est pas paumé. Non, parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, paumé. Non, là, je me fais agresser. Ah, excusez-moi. Je pense tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Non, mais moi, je vais vous dire, hein, pas utiliser tactiquement la violence, c'est quoi? C'est s'amputer tactiquement d'une possibilité d'action. Et nous, nos possibilités d'action, elles vont jusqu'au sabotage. On s'attaque, putain, à Big Pharma. C'est effrayant. Hein, parce que si j'ai raison, nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale. À chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, quelqu'un prétend qu'il pourrait rendre infertile ou stérile. Probablement parce que c'est la crainte la plus importante d'une jeune femme, c'est de ne pas pouvoir avoir un enfant. Mais c'est aussi banal que faux. Bien sûr, hein, il y a des gens qui disent « Oh, ce sont des théories du complot. Si quelqu'un voulait détruire la population, il provoquerait une guerre. » Mais c'est faux. Parce que la plupart des guerres ne tuent pas autant qu'on le croit. Et elles détruisent beaucoup de bâtiments. En fait, c'est très coûteux de faire la guerre. Et c'est aussi très polluant. Non, ce n'est pas un moyen efficace de dépopulation. Je préfère que l'on se moque de moi, hein, et avoir tort plutôt que de garder ses craintes pour moi. J'ai lancé un appel à mes collègues. Et je leur ai dit, pour l'amour de Dieu, dites-moi que je me trompe. Et jusqu'à présent, personne n'a ébauché de réponse. Alors, donc, vous avez compris, hein, c'est la même actrice qui joue les différents rôles, hein, avec des filtres que ce sont les filtres de Snapchat, si mon souvenir est bon. Et les filtres existaient depuis un moment, mais c'est vraiment pendant la pandémie. Et donc, le texte est fait de morceaux d'interviews, hein, de différentes personnes, des personnes très différentes et auxquelles l'actrice ne ressemble pas forcément. En particulier, celui qui a la petite moustache, c'est le comique passé à l'extrême droite, Jean-Marie Bigard. Voilà, elle joue aussi un présentateur télévisé, enfin toute une série de personnes, et ce sont par contre leurs propres textes tels qu'ils tournaient sur les réseaux sociaux au moment, dans voilà, cette période de ces fantasmes autour du vaccin. Et donc les filtres existaient sur les réseaux sociaux avant, mais c'est vraiment pendant la pandémie qu'ils ont pris leur importance avec leur usage, hein, dans des comiques comme Lison Daniel, qui ensuite fait les chroniques sur France Inter le matin. Elle avait cette série, hein, Les Caractères, dans lequel, une fois par semaine, elle produisait une petite vidéo elle n'était déguisée que par un filtre et elle jouait une personne comme ça.
Donc, on peut dire qu'il y a dans ces filtres une fabrique de stéréotypes. Et je m'interrogerai à aucun moment sur le sens du mot stéréotype. J'emploie stéréotype en un sens assez plat, comme voilà, des images possédant des traits récurrents, supposés typiques. Voilà. Ce qui m'intéresse, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de distinguer au moins deux types de fabrication de ces stéréotypes, à savoir ces filtres ces filtres qui déforment, donc ce sont des filtres qui déforment le visage, les adolescents les connaissent tous, on les trouve sur Snapchat, sur TikTok, et donc il suffit d'appuyer sur une touche et on peut être transformé. On peut être transformé, donc l'actrice devient un bonhomme chauve. Alors, elle a un vrai masque, mais on peut aussi avoir un masque. On peut être transformé en sirène, on peut être transformé en une actrice des années 50. C'est des filtres qui marchent toujours indépendamment du genre, c'est-à-dire je mets le filtre actrice des années 50, je suis une actrice des années 50, c'est quelque chose de très remarquable. Il y a des filtres qui vieillissent, il y a des filtres qui rajeunissent, il y a des filtres, par exemple, qui font le visage du chagrin. C'est quelque chose de très surprenant, c'est-à-dire on se voit à l'écran dans un chagrin immense, espèce de pleurs, de désespoir terrible. Donc, toute une série de filtres. Et comment ces filtres fonctionnent? Ce sont des filtres qui sont proposés par des utilisateurs. Alors, des utilisateurs qui peuvent être des entreprises, mais ce n'est pas la plateforme qui propose ces filtres. Les filtres sont proposés par des utilisateurs, transformés par des utilisateurs à partir des filtres d'autres utilisateurs. Et évidemment, les filtres qu'on peut trouver, ce sont les filtres les plus utilisés, en fait, parce que ce sont ceux que la plateforme met en haut de la liste. Si vous avez une liste avec 1000 filtres, personne ne va aller voir, peut-être on va aller voir à quoi ressemble le 1000e filtre, mais le filtre qui est 750e, personne ne va aller le voir. Donc, cette fabrique des stéréotypes, elle dépend en fait de leur usage et de leur circulation. Et donc, c'est un élément sur lequel quelqu'un, donc on pourrait, un élément sur lequel quelqu'un comme Norbert Wiener, dans l'usage humain des êtres humains en 1951, a essayé de théoriser sous l'idée de cliché. C'est-à-dire, le cliché pour Wiener, c'est un message qui a la capacité de circuler. Et Wiener, dans ce passage de l'usage humain des êtres humains, enfin en français c'est traduit par cybernétique et société, et le titre anglais est The Human Use of Human Beings, Wiener se demande ce qui fait un cliché, ce qui fait qu'un message est capable de circuler. Et ça n'est pas simple du tout. Et on peut prendre comme exemple, vous savez, ce jeu dont la dénomination est entièrement colonialiste, mais c'est la seule que je connaisse, le téléphone arabe. Donc, je dis à mon voisin un message et chacun le répète à son voisin et le message me revient. Il y a des messages, et la plupart des messages vont être complètement transformés, mais certains messages vont se reproduire tels quels. Et qu'est-ce qui fait? Et c'est le même mécanisme qui permet à certaines vidéos d'être, ou à certains filtres d'être, de poursuivre leur trajectoire sur les réseaux sociaux, et à d'autres de se perdre. C'est-à-dire, eh bien, un filtre, je vois mon ami qui a ce filtre, je mets moi-même ce filtre, c'est-à-dire je le renvoie tel quel, ou bien il ne m'intéresse pas, je ne le mets pas, et ça veut dire le message se perd dans le bruit. Et Wiener donc s'interroge, Wiener donc dans les années 50, pour lequel la communication est beaucoup plus polaire que par les réseaux sociaux, par des réseaux sociaux, Wiener s'interroge néanmoins
sur eh bien, cette façon dont un message va pouvoir être repris ou être trop transformé et se perdre dans le bruit. Et pour Wiener, un message qui a cette capacité à circuler, c'est un cliché. Wiener donc s'interroge sur ce qui fait la nature des clichés. Et voilà, qu'est-ce qui fait donc qu'un message va pouvoir circuler dans le téléphone arabe? Wiener isole un critère qui est la simplicité, mais il est clair que ça n'est pas le seul critère. Par exemple, si je dis un vers célèbre, eh ben, le message va être répété, parce qu'on l'aura déjà entendu. Si je dis quelque chose de très surprenant, je dis à mon voisin « je t'aime », il va l'entendre et il va le répéter. Donc, il y a toute une série voilà, il y a quelque chose, il y a des éléments pas du tout évidents qui font qu'un message est capable de circuler ou non. Et voilà, on pourrait y trouver une autre théorisation de la même chose avec cette idée de mème. Mais ici, les filtres, ce sont des stéréotypes qui circulent sur le mode du cliché. C'est-à-dire ce qui fait en fait les stéréotypes, disons les filtres que l'on retrouve en haut de la liste et qui vont donc déformer le visage selon certaines formes typiques, c'est leur capacité à circuler. Qu'est-ce qui fait que tel filtre va tomber au milieu de la liste, qu'il ne sera donc plus disponible et que tel filtre va se retrouver pendant une semaine, un an, dans voilà, en haut de la liste. Et c'est pas du tout évident. Ce sont pas forcément des filtres qui rendent jolis, ni pour un homme ni pour une femme. Ce sont pas forcément des filtres qui font rire, ils se font pas forcément peur. C'est pas du tout évident ce qui voilà, ce qui les met. On pourrait tout à fait comparer cette constitution de stéréotypes sur les réseaux sociaux aux archétypes de Jung, parce que, comme on sait, Jung, dans différents textes, défend l'idée que pour notre équilibre psychique, il faut pouvoir emprunter la voie de toute une série d'archétypes qui se constituent dans un inconscient collectif et une longue histoire d'une certaine façon, une longue histoire qui finit par épurer les filtres, justement les archétypes en des formes universelles. Et avec ces stéréotypes sur les réseaux sociaux, on a quelque chose comme ça, mais de façon immédiate. C'est-à-dire que la circulation des filtres est telle que ce sont finalement des filtres qui nous conviennent à tous. Et à tous, encore une fois, quel que soit notre genre, et peut-être pas quel que soit notre âge, puisqu'on a plus de chances d'utiliser les réseaux sociaux massivement si l'on a 16 ans qu'une cinquantaine, mais voilà, disons que ces filtres nous offrent des modes d'apparence, des modes de dénonciation identiques à chacun, bref, avec une fonction qu'on pourrait tout à fait comparer à celle des archétypes de Jung, mais dans une étrange caricature, parce que, évidemment, Jung, dans ses filtres, ne pense pas du tout au Mickey ou à la sirène que l'on va trouver sur Instagram. Et pourtant, ce sont ceux-là qui jouent comme archétype. Donc, on pourrait aussi considérer la constitution de tels stéréotypes à partir des IA dans les comptes IA que l'on trouve sur Instagram. Sur Instagram, on trouve une série de comptes qui ne sont pas des personnes réelles, mais qui sont des créatures d'IA. En particulier, il me semble que la plus célèbre, c'est cette chanteuse Mila Sofia, qui est donc une créature d'IA. C'est assez difficile, en fait, de faire
des images d'IA avec un même visage sous différents angles, dans différentes positions. Et Mila Sofia ne semble, alors j'ai regardé le compte avant de, voilà, ne semble avoir qu'un nombre quand même assez limité de positions, mais elle fait par contre beaucoup de musique. Hein, et là encore, ce qui eh bien, préside à sa constitution, hein, c'est qu'elle est un cliché, au sens de Wiener, c'est-à-dire qu'elle a la capacité à circuler et que quand je tombe sur une chanson ou un reel de Mila Sofia, eh bien, je vais le renvoyer, je vais le regarder au lieu voilà, de le laisser tomber et de le laisser s'abîmer dans le bruit. Hein. Donc la même constitution de stéréotypes euh, circulation, par circulation de clichés. Et la dernière chose que je veux dire à ce propos, c'est que ces clichés ne concernent, et ces stéréotypes ne concernent pas seulement le visage, mais ils concernent aussi les paysages, hein, puisque sur les réseaux sociaux, vous avez aussi toute une série de filtres qui s'appliquent au paysage. Et donc, là, je veux évoquer un autre travail que nous avons fait avec Gwenola Wagon autour des incendies de 2022 dans les Landes. Vous vous souvenez peut-être, 2022 dans les Landes, un été caniculaire, 30 000 hectares de pinèdes prennent feu, enfin, sont brûlés, et 60 000 personnes sont déplacées. Et là encore, nous avons, en fait, nous étions nous-mêmes en vacances dans les Landes et quand nous avons été évacués, nos réseaux sociaux qui avaient dû connaître notre position ont commencé à nous envoyer des vidéos d'autres évacués. Et nous les avons donc collectionnées et pour essayer de faire une sorte d'histoire, hein, de l'incendie à partir de ces vidéos postées par les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas vous le montrer en totalité, je vais en montrer quelques extraits. Donc, vous voyez en bas, là, nous avons la vidéo, hein, d'un homme qui filme la camionnette qui a pris feu et causé les incendies et qui le filme, qui le poste sur un réseau social, mais qui ne pense pas à appeler les pompiers, hein, et dont la dernière phrase sur son poste est « Moi, perso, je vais rien faire ». Bon, c'est quand même… voilà. Et puis, donc, après… voilà toute une série de vidéos qui se ressemblent autour donc du premier nuage de fumée. Vous voyez le premier nuage de fumée qui devient de plus en plus épais. Vous voyez, il est donc les gens commencent à rester en vacances, mais dans des nuages de fumée énormes. Et puis, donc, vous avez le nuage de fumée. Vous avez, alors ça, c'est un moment qui est, donc, oui, voilà. Je vais vous montrer ce passage. Donc, voilà, le nuage de fumée est maintenant très présent. Et donc, les titres de ces parties, ce sont les titres que les gens donnent à leurs vidéos. Voilà, comme vous voyez, je ne suis pas le seul à faire des copies sur les…
On est en mode rouge. Il y a les feux de forêt, plus de 4000 hectares de cramés déjà. On peut même regarder le soleil dans les yeux, tellement il y a la fumée et tout. Voilà, il pleut des cendres. Tiens, regarde. Ça là, ça voilà, c'est de la cendre. Et du coup, là, il y a tout le feu de Arcade qui arrive sur la plage. La fumée. Voilà, on met pas 10 minutes, les gars. Franchement, là, c'est abusé. J'ai le flippeling chez moi, hein, c'est ma fenêtre. On dirait qu'il y a un barbecue chez nous, genre. La fumée, elle est là, wesh. Je vais passer un peu. J'ose pas parler en coupant le son parce que j'ai peur de ne jamais réussir à le remettre. Mais voilà, ce que je voulais montrer, hein, c'est comme, c'est comme ces vidéos d'abord se ressemblent. Hein, et c'est pour ça qu'on a pu aussi facilement, hein, les classer par type, en fait, hein, et par type qui résume, retrace la progression de l'incendie. Donc, ces vidéos, elles émergent en fait dans le même processus, hein, de circulation des clichés que les filtres. Hein. C'est-à-dire, si nous avons pu récupérer ces vidéos, c'est parce qu'elles se trouvaient raisonnablement en haut de la liste. Hein. Et en gros, eh ben, il y a des vidéos au début de l'incendie du nuage de fumée. Dans ce type-là, tout un sous-type essentiellement d'adolescentes, quelques adolescents, mais surtout des adolescentes qui se filment sur la plage avec le nuage de fumée, et pas mal de vidéos qui en fait utilisent le nuage de fumée comme un élément d'exotisme. C'est-à-dire, le nuage de fumée fait un coucher de soleil magnifique, incroyable, des couleurs extraordinaires, et elle se filme sur la plage, parfois dansant ou répétant en playback une chanson, comme si c'était sur une île exotique. Hein. Et ici, on peut, voilà, pour moi, en fait, le réseau social a ici une fonction de déréalisation. Hein, c'est-à-dire que le fait de pouvoir se mettre en scène dans un tel décor, eh bien, ça rend la situation qui était très anxiogène, enfin, c'était vraiment très désagréable, ça rend la situation un peu irréelle et beaucoup plus supportable. Hein. Et ici, il y a vraiment une fonction de déréalisation. Et puis, donc, vous avez toute une série de vidéos, on en a vu une autour de l'évacuation, et je ne vais pas vous passer la fin, mais il y a toute une série de vidéos des pompiers autour des incendies, avec des images, voilà, très spectaculaires où ils sont au milieu des flammes. Voilà, et donc ici, dans ce que nous envoie la plateforme, on change de genre, hein, et on est des hommes. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est donc l'idée que c'est la même circulation des stéréotypes, que ces stéréotypes, en fait, ils permettent de raconter une histoire, hein, puisqu'on peut vraiment voir, l'histoire de l'incendie à partir de ces vidéos. C'est ce que j'appelle, en reprenant le vocabulaire que j'utilise dans La bienveillance des machines, une perception synaptique de l'événement, c'est-à-dire qu'on a une histoire en fait très complète des incendies, hein, à partir de ces vidéos, mais on a une histoire qui relève dans l'opposition, hein, que font Deleuze et Guattari autour de l'haptique et de l'optique. On a en fait une
une perception de l'événement qui relève de l'haptique, hein, c'est-à-dire Deleuze et Guattari distinguent l'optique par la vue d'ensemble. Hein, j'entre dans cette pièce, eh bien, je vois tout le monde d'un seul coup, j'ai une vue d'ensemble de la pièce, alors que dans une perception haptique, si j'essaye de reconnaître un objet par le toucher, je vais avoir une multitude d'impressions locales que je vais devoir réassembler pour constituer l'objet. Et là, de la même façon, on n'a pas une vue d'ensemble de l'incendie, comme on aurait dans un reportage du journal télévisé. On a une multitude de vues locales de l'incendie qu'il faut en fait resynchroniser. C'est pour ça que je parle de synaptique, hein, parce qu'elles arrivent sur les réseaux sociaux dans le désordre. Et cette vidéo qu'on montre, elle est faite en fait de la resynchronisation, hein, des vidéos que nous avons trouvées sur les réseaux sociaux. Le troisième élément, hein, qui m'intéresse, c'est comme la crise environnementale ici est rendue à la fois visible, hein, puisqu'on a une perception de l'événement, hein, et quelque chose d'assez, quelque chose. Voilà, il y a des vidéos assez émouvantes, touchantes. Donc, elle est à la fois rendue visible et invisible. Elle est rendue invisible justement par la déréalisation dont elle fait l'objet. Hein, cette déréalisation qui fait qu'en fait, quand je poste une vidéo sur le réseau social, je déréalise pour une part la situation. J'en fais autre chose. Et puis, voilà, un élément qui est très intéressant, mais pour lequel je n'ai pas de réponse, hein, c'est la façon dont se conjugue le stéréotype et l'histoire parfois très personnelle de ces vidéos. Et il est clair que les vidéos à la fois se ressemblent, elles ont toutes le même format, et c'est sans doute parce qu'elles ont le même format qu'elles sont capables de circuler. Et donc, vous avez, par exemple, ces adolescents, mais surtout adolescentes, hein, qui se filment avec le nuage de fumée derrière eux, qui disent quelque chose, ou qui dansent, ou qui reprennent une chanson. Ce sont des stéréotypes, elles circulent parce que ce sont des stéréotypes, et pourtant, hein, il s'y dit parfois quelque chose il y a des vidéos qui ont une personnalité et quelque chose que la vidéo est d'une façon ou d'une autre, qu'elle est touchante. Un autre élément dans le stéréotype, hein, c'est l'usage des chansons. Donc, on a laissé les chansons, en fait, on n'a pas le droit, hein, mais on a laissé les chansons qui accompagnent ces vidéos. Et on retrouve très souvent les mêmes chansons, hein, qui sont en fait les chansons autorisées par la plateforme à ce moment-là. On retrouve les mêmes chansons qui sont des chansons, vous voyez, les tubes de la radio, hein, de la pop, d'une extrême banalité, et qui sont mises là sur parfois des images, parfois oui, des images traumatisantes, hein, les pompiers qui sont au milieu des flammes et qui n'ont finalement pas d'autre moyen pour s'exprimer que d'utiliser un vocabulaire extrêmement commun de chansons, de tubes, de tubes incroyables. Donc, voilà, c'était là encore, hein, je vous l'ai dit, je présente des expériences autour des stéréotypes, hein, sans pouvoir vraiment analyser la façon dont ces stéréotypes se constituent en tant que tels. Je m'aperçois que le temps tourne très très vite. Alors je veux quand même dire, oui, mais je veux quand même dire donc voilà un peu sur les IA. Donc deuxième grande partie de mon exposé autour de la constitution de stéréotypes dans les IA. Et voilà, je vais un peu résumer. Hein. Évidemment, cette question des stéréotypes, hein, elle est liée à la question des biais. Et j'aurais voulu parler un peu plus longuement de l'article de Eric Salvaggio dans son blog Cybernetic Forest, qui est un article assez ancien. Et Eric Salvaggio a demandé à
à une IA, c'était Dali, une des premières versions de Dali, de lui représenter un baiser. Et la machine montrait systématiquement un homme et une femme. Alors donc il explique ça en disant que la plateforme a été entraînée sur des bases de données qui ne comportaient pas d'images pornographiques, mais beaucoup d'images trouvées sur Internet. Il y a en fait très peu d'images sur Internet de gens, en dehors des images pornographiques, de gens qui s'embrassent. Parce que les gens qui postent une photo sur un réseau social, ils ne postent pas un baiser. Les deux visages sont tournés face à l'objectif. Et donc, dans les images qu'obtient Eric Salvaggio, les deux visages sont à la fois proches, puisque la machine, disons, comprend que dans un baiser, les peaux se touchent, mais les deux visages essayent de se tourner vers l'objectif, donc de se fuir. Ça donne des images extrêmement étranges. Et voilà, Eric Salvaggio discute très bien de ces deux moments où peuvent se constituer les biais dans la base de données sur lesquelles l'IA est entraînée, mais au moment des réglages, de ce qu'en anglais on appelle le fine-tuning, c'est-à-dire au moment où des humains vont faire tourner la machine pour lui dire, qu'il s'agisse de texte ou d'image, pour lui dire ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Et là, on a un deuxième moment où se constituent des biais qui est très différent du premier. Le stock d'images sur lequel la machine est entraînée, voilà, ça la pousse évidemment dans une certaine direction. Si on lui montre pas de baiser, elle ne pourra pas savoir elle ne pourra pas représenter un baiser. Et de l'autre côté, les réglages, c'est-à-dire que si on lui dit il ne faut pas représenter, si on lui interdit lorsqu'elle tourne de représenter des baisers, elle ne pourra pas non plus représenter des baisers. Une deuxième, donc ça pour fixer un peu le contexte de ce que je vais dire par la suite. Une deuxième chose, toujours dans cette idée de fixer le contexte des deux, j'en montrerai très très peu, mais de deux expériences que je veux montrer, c'est la question de la part du prompt dans la constitution des images. Et ce que je voudrais dire, c'est que en travaillant avec Gwenola, une chose qui est frappante, c'est comme la représentation qu'on peut avoir parfois de la génération d'images sur les IA à partir de prompts est erronée. C'est-à-dire que la plupart des images générées, en fait, ne sont pas générées par prompt. C'est à mon avis, une perspective biaisée, justement, que de voir les images générées par prompt. Parce que d'abord, même lorsque l'image a simplement été générée par un prompt, elle a été choisie par l'artiste dans une multitude d'images générées. Et donc, le travail de l'artiste, il est au moins autant dans l'écriture du prompt que dans le choix de l'image parmi toutes celles qui ont été créées, qu'en fait, la plupart des images que montrent des artistes pour être présentables doivent être c'est en fait des combinaisons d'images, parce qu'autrement l'image n'est pas assez riche. Donc, ça veut dire que l'image, elle est en fait constituée par une multiplicité de prompts, parce que, il y aura une première image qui fera un cadre, et puis sur cette image, il y aura un morceau qui était pas bien, donc il a été effacé. On a remis une autre image à l'intérieur de celle-là. Peut-être l'artiste qui utilisait, disons, Midjourney ou une plateforme est passé sur Photoshop pour reprendre une autre partie, étendre un morceau. Donc, même lorsqu'il n'y a eu que des prompts, en réalité, il y a eu des prompts sur différentes machines et en différents choix de l'image, ce qui fait qu'il y a tout un travail, et un travail qui demande un savoir-faire très réel à l'intérieur de l'image. Et puis, il y a sur les plateformes générative et accessible à tout le monde, il y a une autre façon de produire des images par blinde, c'est-à-dire le blind sur Midjourney, mais chacune des IA a une fonction correspondante. Ça consiste à donner plusieurs images à la machine, entre 2 et 5, et de demander à la machine de fabriquer une image à partir de ces images. Et ça permet d'orienter dans un registre très très précis les images qu'on peut obtenir. Et là,
on peut obtenir des images, on peut obtenir des images qui correspondent très très bien à un style déterminé. Voilà. Et évidemment, je ne parle ici que de l'usage des plateformes qui sont accessibles à tout le monde à partir de son ordinateur de bureau, mais il y a évidemment la possibilité de prendre un réseau et de l'entraîner avec ses propres images, ce qui est encore autre chose. Donc, je vais insister sur la part, en fait, pas si importante du prompt, ce serait une erreur de considérer que ces images sont vraiment déterminées par les prompts et par un travail en fait qui relèverait du langage. Alors très vite, je veux montrer voilà deux vidéos que nous avons fait avec Gwenola, Chronique du Soleil Noir. C'est un projet de Gwenola seule et au bord du temps de nous deux. Et dans les deux cas, je vais en montrer très peu et je vais parler au-dessus des images. Dans les deux cas, il s'agit de projets qui utilisent des archives et des archives. Donc là, il s'agit des archives de l'astrophysicien Jules Jensen et ce sont donc parmi ces images, alors ignorez le texte. Parmi ces images, vous avez des images qui ont été générées par IA, des images qui ont été transformées par IA, des images d'archives qui ont été étendues par IA, et de vraies images d'archives. Et voilà, ce que je veux souligner, c'est comme lorsqu'elles passent comme ça dans un film, elles sont indiscernables. Je vais montrer un bout de celle-ci. L'homme arrive quelque part. Je voudrais montrer une image en particulier. Des visages. Ah voilà, c'est là. Bon. Je n'ai pas retrouvé l'image et je vois que le temps passe réellement. Donc, ce que je voudrais, nous parlons dans les images pyromanes, nous parlons d'anarchive. Anarchive avec cette idée que les archives sont maintenant pratiquement toutes en ligne, les archives sont plongées dans un ensemble beaucoup plus grand que nous appelons anarchive, en ce sens que les archives peuvent être étendues par les IA. Étendues au sens où les images peuvent être étendues, que j'ai une petite image, j'en fais une beaucoup plus grande, mais étendues au sens où l'on peut créer des images qui, en l'absence d'un expert, sont indiscernables des vraies archives. Et peut-être qu'un expert, pour les archives de Jules Jensen, un expert de la photographie du 19e siècle pourrait dire « Ah non, mais cette image, c'est pas possible, ça marche pas, je sais que l'observatoire du Mont Blanc ne ressemblait pas à ça. » Mais l'internaute, l'utilisateur d'internaute, n'a pas un tel expert à côté d'elle ou de lui. Et donc, lorsque l'on regarde des images sur Internet, on est dans ce domaine de l'anarchive, dans lequel les archives authentiques sont justement étendues. Et une chose donc qui nous a frappé, c'est que en générant donc des images, dans Chronique du Soleil Noir, il s'agissait des images autour de Jensen. Au bord du temps, on raconte l'histoire d'une station balnéaire et on a pris
des photographies de l'histoire de cette station balnéaire, on les a étendues et on s'est aperçu qu'en fait, mais on a mis, et donc on les étendait en demandant à la machine des daguerréotypes. Et c'est pour ça que je voulais vous retrouver l'image. On demandait au départ, c'était des dunes, donc on demandait des déserts en daguerréotypes. Et en fait, on a fini par s'apercevoir que la machine, je crois que c'était lorsqu'on utilisait le mot désert, mettait systématiquement des traces de pneus dans le sable. Mais la texture de l'image daguerréotype était si bien faite que nous n'avions pas vu en fait les traces de pneus. C'est seulement à force de regarder ces images qu'on a fini par se dire mais il y a des traces de pneus énormes en diagonale de l'image. Et donc là, on a un stéréotype vraiment qui est que dans le désert, on y va en 4x4 avec des gros pneus, et un stéréotype qui en fait que l'IA a réussi à rendre invisible. Et c'est ce dont je veux parler à propos du deuxième projet qui est plus ou moins en cours, et c'est une chanson. C'est une chanson, là encore, hein, il s'agit de jouer sur les stéréotypes pour les rendre étranges. Donc la chanson dure 2 minutes, je vais vous la passer en entier. Le plastique échoué raconte son histoire d'un sable imprimé. Les oiseaux, dans leur vol hésitant, confondent ces fragments pour leur repas d'antan. Livrés dans la journée, la doudoune est jolie, sauf qu'un jour on l'oublie. Sur la plage sans vie, les fibres égarées chantent les beautés négligées. Ton âme se disperse. Microfibres moroses que les gouffres amers jamais ne décomposent. Livrés dans la journée, la doudoune est jolie, sauf qu'un jour on l'oublie. Sur la plage sans vie. Des poissons curieux, malades mais si beaux, encore des morceaux de l'étoffe en lambeaux. Quelques fils s'épargnent, s'entremêlent aux algues, se perdent bien bas, livrés dans la journée. La doudoune est jolie, sauf qu'un jour... Je vais reprendre la parole, je pense que vous avez compris le principe et qu'on peut arrêter. Alors, donc, de quoi s'agissait-il, hein? Voilà, ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de... Vous voyez le film de René sur le poème de Queneau, Le chant du styrène, hein, où René raconte la fabrication d'un bol en plastique rouge sur un poème donc en alexandrin, à partir du poème de Queneau. Et ce qui nous intéressait, c'est que, en fait, René et Queneau appartiennent vraiment à leur époque et imaginent en fait que que l'histoire du bol en plastique rouge s'arrête à son usage humain. Et on trouve la même chose hein, lorsque Barthes, dans les mythologies, parle des jouets en plastique, il a cette formule extraordinaire, le jouet en plastique n'a pas de vie posthume. Il s'arrête à son usage humain. Et alors que le jouet en plastique a une vie posthume en tant que microfibre dans les océans, où il va rentrer dans la chaîne alimentaire et toucher les enfants sous la forme de nuggets de poisson. Et on trouve aussi là, dans un passage extraordinaire de Simondon hein, qui vante les mérites du conditionnement et des emballages en plastique en l'occurrence il s'agit
du tofu. Et voilà, c'est l'époque, il n'arrive pas à imaginer que le plastique a une vie posthume comme déchet. Hein, voilà, il va au-delà de son usage humain. Et donc, nous avons essayé d'utiliser l'IA pour faire la suite du film d'Alain Resnais, hein, et de raconter la vie posthume. Alors, non pas d'un bol en plastique pour des questions de verre, on est parti d'une doudoune, hein, et donc autant vieille doudoune, non, ô mort vieille doudoune, il est temps levant l'encre, hein, suivant le vers de Baudelaire, et on a demandé à ChatGPT de continuer à produire des alexandrins. Et on s'est confronté à cette difficulté, aussi bien sur ChatGPT dans la génération du texte que sur Midjourney dans la génération des images, de la difficulté à montrer la crise environnementale sur ces générateurs de texte ou d'images. Alors, puisque je n'ai pas parlé de ChatGPT, mais c'était un vrai problème, sur Midjourney, nous avions beaucoup de mal à générer donc des images de ce qu'il advenait de cette vieille doudoune, hein, abandonnée sur la plage. Pour deux raisons. D'abord, Midjourney a été entraîné apparemment beaucoup sur des catalogues de vêtements. Donc, il fait toujours des vêtements neufs. Donc, et vous voyez, le plastique est toujours très beau, très coloré, même lorsqu'il figure comme déchet. Donc, dans Midjourney, le plastique a beaucoup de mal à vieillir. Le plastique reste neuf, il reste brillant, coloré. Pire encore, Midjourney se refusait à nous montrer sous forme de photos réalistes des animaux marins en train de manger du plastique. Pourtant, il y a énormément de photos sur Internet, en particulier, je crois que c'est parce que les tortues mangent des méduses, et donc quand elles voient un sac en plastique blanc, elles prennent pour une méduse, elles l'attrapent. Vous avez sur Internet, on tape tortue mangeant sac en plastique, apparaissent vraiment sur Google comme ça des dizaines de photos tout à fait identiques, hein, d'une tortue qui est en train d'essayer de poursuivre et d'attraper un sac en plastique blanc. C'était très difficile à faire sur Midjourney, enfin, en fait, impossible. Et vous voyez la première image, alors, vous voyez la première image de... alors, j'arrive plus, mais vous voyez ces oiseaux doudounes, hein, sur la plage. Ces oiseaux doudounes, c'était en fait, nous avons demandé à la machine de nous montrer des mouettes sur la plage mangeant une doudoune, et manifestement, la machine a essayé d'imaginer différentes relations entre la mouette, la doudoune et le fait de manger, mais pas celles que nous voulions. Donc, elle a représenté des mouettes doudounes en train de manger, hein, mais elle n'arrivait pas à représenter une mouette en train de manger une doudoune. Et là encore, donc, eh bien, on a encore à faire avec des stéréotypes. Hein, le désert, il y a des traces de pneus, les doudounes, elles sont toujours neuves, et elles ne sont pas mangées par les oiseaux marins, et ce qui rend, encore une fois, la crise environnementale à la fois visible et invisible. Et donc, sur la chanson, hein, nous avons fait faire des alexandrins à ChatGPT en les corrigeant un peu, que nous avons mis ensuite sur un logiciel qui fait des chansons, hein, et pour obtenir le résultat. Donc, alors, j'avais mis conclusion parce que je voulais encore dire deux choses, mais je ne vais pas les évoquer. Hein. Ce que je voulais surtout interroger, hein, ou explorer, c'était la distinction entre deux constitutions des stéréotypes, hein, qui sont tout à fait comparables à cette division entre une communication qu'on peut dire polaire, hein, sur le modèle de l'analyse des foules par Gustave Bon et Freud, et qu'on retrouve par exemple dans l'analyse que fait Stigler de la télévision, c'est-à-dire il y a un pôle émetteur et une multitude de récepteurs, et puis une communication en réseau où chacun parle à plusieurs voisins, hein, et quels messages peuvent s'établir dans ces deux formes de communication. Donc, les stéréotypes dans les réseaux sociaux, hein, se constituent dans cette communication en réseau. Et voilà, je voulais interroger, hein,
eh bien, ces filtres qui font des personnages avec une présence particulière et qui permettent aussi eh bien, de raconter finalement avec ces vidéos sur les réseaux sociaux certains types d'histoires. Donc, première constitution des stéréotypes dans la communication en réseau. Deuxième constitution des stéréotypes qui relève par contre en revanche de la communication polaire, hein, puisque les IA, il y a très peu d'IA, nous avons vraiment d'IA générative, nous avons vraiment un pôle qui impose en fait ces stéréotypes, hein, les impose par la base de données, par les réglages fins, et nous avons donc ici une communication polaire, hein, et des stéréotypes qui cristallisent des biais, les pneus dans le désert, les vêtements toujours neufs, et ce sont des biais, des stéréotypes, effectivement des stéréotypes de la plateforme, mais qui sont néanmoins compatibles avec la multiplicité des styles, et avec en particulier la constitution d'images qui, dans le cas de la photographie, sont en fait indiscernables des origines. C'est-à-dire, si vous demandez avec un peu d'habileté une photographie de Paris dans le style de Hadjet, eh ben, on obtient des photographies que, à moins d'être un expert, on n'arrivera pas à distinguer des originaux. Et donc, j'avais deux questions. Je voulais me demander qu'est-ce que je faisais en fait et comment interroger le fonctionnement d'une IA, et je vais pas en parler. Et puis j'avais une autre question, hein, qu'est-ce qu'une image, en fait ce travail, hein, ces expérimentations posent la question du stéréotype, mais elles posent aussi la question de savoir qu'est-ce qu'une image, au contraire, qu'est-ce qu'une image originale. Et voilà, je voulais évoquer deux choses, hein. Vous savez qu'en ce moment, il y a que si sur votre site internet, vous utilisez un fragment d'image de l'AFP, vous serez automatiquement pris et vous devrez payer à l'AFP 700 €. C'est le tarif standard. Vous allez sur Google Images, vous voulez illustrer votre article, votre texte sur votre site internet par une image, vous allez sur Google sans faire attention, vous prenez une image de l'AFP, vous la recadrez, bien, vous pouvez être sûr que dans l'année qui vient, un robot de l'AFP va passer sur votre site et vous recevrez une lettre d'avocat vous demandant 700 € pour un petit fragment. Et en revanche, comme vous savez, Sam Altman et OpenIA ont, sans l'autorisation de Miyazaki, mis dans l'IA tous ces dessins pour se représenter eux-mêmes en personnages de Miyazaki. Et les images, il suffit de taper OpenAI Miyazaki, vous trouvez Sam Altman en personnage de Miyazaki. Il y a aussi Emmanuel Macron en personnage de Miyazaki, alors que Miyazaki a toujours été très critique de l'IA et n'a jamais donné son accord pour que ces dessins soient utilisés par OpenAI. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on ne peut pas prouver à partir de quelles images a été entraîné OpenAI. Et lorsqu'il y a eu des procès, c'était toujours parce que la source des images avait pu être identifiée par des informateurs, en fait. Donc on a, voilà, la question, elle se pose de savoir qu'est-ce qu'une image originale, c'est-à-dire, vous voyez, je prends un bout d'une image de presse de l'AFP, je la mets dans un ensemble compliqué, je suis redevable à l'AFP. En revanche, j'entraîne une IA sur des dessins pour pouvoir en refaire dans le même style et qui sont, encore une fois, indiscernables. Ce serait très difficile de dire que ce n'est pas vraiment Miyazaki ou son studio qui a fait ces dessins. Par contre, ça peut être considéré comme une image originale. De la même façon, je prends n'importe quelle image d'un film, je la mets sur un générateur d'images, sur un générateur de vidéo, je la déforme un peu, ça n'est plus l'image du film. Pour le moment, je peux continuer à l'utiliser. Donc, voilà, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'une image originale et certainement voilà, l'ouverture vers un autre régime de l'image qui fonctionne sans archives, parce que si les archives réelles sont noyées dans un ensemble beaucoup plus vaste, en fait, il n'y a plus d'archives.
hein, si je peux générer n'importe quoi, ben, les images authentiques n'existent plus. Dont le rapport, disons, oui, et sans rapport à la réalité et à la propriété, sinon dans le mode de production. Je vous remercie et je m'excuse pour la longueur de mon temps. Merci. Merci Pierre. Avant de laisser la parole à la salle, peut-être personne à distance, j'aimerais t'interroger juste sur quelque chose que tu as dit au début sur qu'est-ce qu'un stéréotype. Tu as donné cette définition un peu très limitée, parce que en fait, tu l'as dit, ce n'était pas ton propos de te poser la question qu'est-ce que c'est, mais quand même, cette idée de, donc finalement, un stéréotype, c'est qui circule. Alors la question en quoi il se distingue d'autres formes sémiotiques comme sont le langage, tout simplement, comme c'est les motifs, par exemple, ethnolittéraires ou autres, que sais-je, les blagues, les histoires, etc. Les formes linguistiques qui sont reproduites. Il y a des mots qui d'un coup deviennent, circulent. Par exemple, il y a des expressions la mode, tout simplement, tout ce qui est à la mode, c'est tout simplement toute forme sémiotique linguistique qui est par définition répétée, sinon il ne devient pas une forme sémiotique stabilisée comme le langage. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, dans les deux modèles du son que tu as proposé de constitution des stéréotypes, tu as parlé de ces polaires, à partir d'un pôle, et puis celui d'un réseau. Est-ce que, en sémiotique et pas qu'en sémiotique, on a parlé pendant un certain temps de la question de la contagion. Et, sauf que, moi j'ai toujours eu l'impression que ces modes opératifs de circulation de quelles que soient les formes sémiotiques qu'on a appelées la contagion n'a jamais été trop bien défini. Pourquoi il y a contagion? Qu'est-ce qui passe d'un sujet à l'autre? On ne sait pas trop bien ce qui passe. Ou est-ce qu'il y a des formes sémiotiques qui passent, des structures qui passent et d'autres pas. Voilà. Donc, j'aimerais un peu connaître un peu ton avis sur cette question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut définir vraiment le stéréotype comme ce qui circule, sachant qu'il y a beaucoup d'autres formes sémiotiques qui circulent, qui ne sont pas, que nous ne reconnaissons pas comme stéréotypes. Et est-ce qu'on peut parler, dans le cas de ce mode de circulation en réseau, comme une forme de contagion, tout en sachant que la définition de la contagion n'est pas très claire? Merci. Oui, non, merci pour ces deux questions. Sur la deuxième, alors, voilà, dans le cas des vidéos sur les réseaux sociaux, voilà, disons pour cette distinction, il me semble, dans le cas des IA, les stéréotypes sont vraiment produits par les entreprises qui possèdent, ou les gouvernements qui possèdent ces IA. À travers la base de données, à travers les réglages fins, alors que, alors évidemment, il faut qu'on l'accepte, qu'on utilise cette IA, donc, mais il y a de façon très forte cette détermination polaire. Dans le cas des images que nous prenons sur les réseaux sociaux, dans le cas des filtres, par exemple, ce qui fait qu'un filtre se trouve en haut de la liste, c'est que les gens l'utilisent. Et là, les réseaux sociaux ont un rôle par leur existence, parce que par leur existence, ils rendent possible ces filtres, mais c'est la contagion, si l'on veut, ou cette communication en réseau, le fait que quand j'apparais à mes amis ou pour une blague ou pour un petit reel que je fais, quand j'apparais sous la forme d'un monsieur chauve à moustache avec les pommettes un peu transformées, et ça que
je sois un homme, une femme, que je ne me reconnaisse pas dans cette binarité, peu importe, j'apparais quand même comme un homme chauve à moustache, ce qui fait que voilà, c'est vraiment dans une voilà, donc j'apparais et mes amis vont également l'utiliser avec leurs propres amis. Donc là, d'une certaine façon, c'est assez simple ce qui circule, parce que ce qui circule, ce sont ces petites vidéos, ce sont ces filtres, et je pense qu'à la différence de ce qui peut de ces contagions ou de la façon dont certaines formes linguistiques peuvent circuler, eh bien, il est difficile d'isoler ces formes linguistiques qui circulent. Là, la machine l'isole pour nous. Ce qui circule, c'est telle vidéo du sapeur-pompier. Voilà. Et cette vidéo, elle est renvoyée, du coup, elle augmente, elle monte dans le rang des images et on la trouve très facilement. Et voilà, la machine isole ce qui fait l'objet de cette contagion. Ensuite, donc encore une fois, sur les stéréotypes et la façon de les définir par rapport, par exemple, aux motifs, je ne veux surtout pas m'aventurer sur ce terrain et je dirais des bêtises. Encore une fois, ce qui m'intéressait, c'était voilà, ou ce que je voulais vous proposer, j'ai fait trop longuement, c'était de montrer ces expériences autour de ce qui me semble du coup quand même relever du mot stéréotype, ces visages, vraiment, ces visages, ces formes de représentation de l'incendie dans la deuxième partie, et ensuite ces façons de voir la crise environnementale, en l'occurrence le plastique, ou ces façons de voir la crise environnementale. Et dans tout ce travail, effectivement, ce sont des stéréotypes qui sont aussi pris à contre-emploi, puisqu'il s'agit d'en montrer l'étrangeté et donc de les décaler par rapport à leur fonction de stéréotypes. Et voilà, donc vous voyez au moins 3 des projets que j'ai présentés. Il y a beaucoup cette question sur la façon dont les technologies rendent la crise environnementale à la fois visible et invisible. Et cette question du rôle des stéréotypes dans ce double mouvement, c'est-à-dire dans ces 3 projets, ça n'est pas que la crise environnementale est totalement masquée. Par exemple, dans les vidéos sur l'incendie, on a une perception de l'incendie. Et pourtant, il y a une forme de déréalisation. De la même façon, je peux très bien demander à ChatGPT de me faire un article autour du plastique dans les océans. Et alors, il finira par une note optimiste, c'est-à-dire qu'on réussira à ramasser le plastique dans les océans. Mais ce qui est pire, c'est que si par contre je lui demande de me faire un poème en alexandrin autour du plastique dans les océans, il ne va pas du tout parler de la crise environnementale. C'est-à-dire, quand on lui demande des alexandrins autour du plastique dans les océans, il va d'une doudoune abandonnée, il va devenir sentimental. Il va parler du propriétaire, enfin, je ne dis pas propriétaire, il le dit mieux que ça, mais qui pleure en voyant sa doudoune partir dans les. Voilà, mais la réalité de la doudoune qui part dans l'océan, c'est qu'elle est mangée par les poissons et que les enfants et nous-mêmes allons manger des microfibres. Et donc, et ça, c'est un biais qui est beaucoup moins réfutable que les 3 notes optimistes à la fin de son article sur la crise environnementale. Et donc, voilà, il y a visibilité et invisibilité, et visibilité et invisibilité. Je pense que, dans ces 3 exemples, il y a vraiment un rôle de ce qu'on peut appeler stéréotype en un sens assez précis, dans ce double mouvement. Et par exemple, le fait qu'une doudoune, si vous demandez à Midjourney, je voudrais voir une doudoune, la doudoune sera neuve. Voilà. Comme si les doudounes étaient toujours neuves. Merci. D'autres questions sur place, à distance?
Marika? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous pour cette communication. C'était vraiment très passionnant. Et j'ai l'impression aujourd'hui que la communication soit énormément restée ouverte, surtout grâce aux filtres que vous avez mentionnés. Parce qu'évidemment, sur Snapchat et sur TikTok, on met en place des filtres qui sont différents par rapport à Instagram, par exemple, pour montrer une certaine vision des phénomènes sur Instagram, par exemple, c'est beaucoup trop stylisé, sur TikTok et Snapchat, c'est beaucoup plus drôle, etc. Mais c'était intéressant parce que ce qui émergeait, à mon avis, c'était cette idée des stéréotypes comme un processus de circulation. Et donc, déjà, le stock d'images, même si nous pouvons ajouter des éléments à fur et à mesure que nous utilisons les intelligences artificielles, mais ensemble des stéréotypes, associent des stéréotypes pour créer quelque chose de stéréotypé. Et j'ai vu plusieurs stéréotypes dans les clips que vous avez montrés. Par exemple, je me demandais si vous avez réfléchi sur les stéréotypes beaucoup parce que dans les chansons, on utilise notamment autotune sur les chansons, des films sur la partie de la film. Elles s'utilisent notamment l'autotune, et maintenant c'est l'autotune également par rapport à la dernière chanson que vous avez montrée. Si c'est une chanson qui a été créée par une intelligence artificielle, par exemple, par le Soudan, mais de manière plus générale, si vous avez la possibilité aussi de voir quel a été le processus de circulation après de ces stéréotypes, c'est-à-dire si vous avez fait des pratiques, des remakes et des remixes, et si dans ce cas-là, vous avez vérifié des stéréotypes construits ou plutôt des tunnels. Non, alors, non, vous avez, oui, donc j'ai commencé par le début. La chanson donc a été générée sur Lalaz, donc c'est pas Sumo, c'est un autre truc et une autre plateforme. Et effectivement, il est très difficile de ne pas obtenir cette voix. Vous avez entendu la voix de femme un peu aiguë comme ça. Il est très difficile de ne pas obtenir ça. Et donc, il faut lui demander vraiment vraiment spécifier dans le prompt, c'est sa voix de femme par défaut. Et donc, voilà, là, on a effectivement un stéréotype. Donc, on a généré beaucoup de chansons avant d'avoir celle-là qui est effectivement voilà, elle reste dans l'esprit. Hein. Voilà, mais donc, et ensuite, sur la circulation des vidéos que j'ai montrées, alors, voilà, ce qui est en question, c'est aussi le statut de cette démarche. C'est-à-dire, il y a évidemment quelque chose dans cette production d'images, il y a quelque chose d'ambigu, puisque à la fois, on va prendre des images qui sont un peu caractéristiques, et là, on a pris des images aussi qui vont retracer l'histoire de l'incendie, qui sont aussi un peu caractéristiques de ce qui circule, hein, comme aussi sur le projet Virusland, où on prend des phrases comme ça qui circulent, qui nous semblent un peu caractéristiques de ce qui se dit. Et en même temps, comme on veut en faire un travail qui puisse être drôle ou qui puisse un peu intéresser, on choisit les vidéos qui nous semblent aussi les meilleures. Donc, parfois, on va assez bas dans la liste pour trouver justement cette jeune fille qui se met sur un coucher de soleil et qui est à la fois un peu séduisante, mais en même temps bizarre. En fait, on ne prend pas vraiment la première. Il y a un travail de recherche, hein, et Gwenola, qui a donc beaucoup travaillé sur dans l'idée du found footage avant, a toute une stratégie, hein, pour entraîner littéralement ces moteurs de recherche à trouver des images que la plateforme ne lui donnerait pas autrement. Donc, ce qui est en question, hein, c'est le sens de cette démarche qui
ne veut pas être une étude, disons, sociologique, hein, comme si j'étais un sociologue et que je voulais donner un aperçu empiriquement exact des vidéos qui circulent sur une plateforme. C'est un autre travail. Et effectivement, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, ça fait partie hein, pour moi du problème fondamental de la philosophie aujourd'hui, de savoir ce que la philosophie peut faire face à la réalité, pour ne pas essayer de faire de l'informatique pour les nuls, ou de la climatologie pour les nuls, c'est-à-dire d'entrer dans d'essayer de faire une description technique des objets, donc pour lesquels je suis pas, je n'ai pas les compétences, mais donc fuir ce danger hein, d'une étude technologique, mais s'écarter aussi, à mon avis, ou revendiquer une différence avec une étude sociologique qui prétendrait vraiment empiriquement nous dire quels sont le type de vidéos qui circulent. Et donc, je pense qu'il faut revendiquer la philosophie hein, comme une... En fait, pour moi, il faut revendiquer la philosophie comme une sorte de fiction. Et que ce que je présente, c'est que d'une certaine façon, mon discours doit pouvoir se justifier d'une façon non empirique. Et il doit prendre un intérêt non empirique. Pour moi, la différence entre la philosophie et la sociologie ou l'anthropologie, c'est que si on prend Descola, eh ben, si on apprenait que Descola, en fait, n'a jamais été en Amazonie, comme anthropologue, je pense que son apport devrait être remis en question. En revanche, ça ne changerait rien à l'intérêt de ces textes comme philosophe. Et voilà, je pense qu'il faut assumer le fait que la sociologie peut prétendre faire des études empiriques, mais pas la philosophie. Et donc, effectivement, ce que je peux proposer, ça n'est pas une analyse sociologique des vidéos qui circulent sur YouTube, mais c'est un travail, c'est un autre travail. Et donc voilà, je voulais tout cela pour ne pas répondre à la première partie de votre question. Il y a une question à distance et puis une autre ici pour l'instant. Enzo? Oui, merci beaucoup pour cette conférence très riche. Alors oui, j'ai une remarque concernant les deux modalités de constitution des stéréotypes, la modalité polaire et la modalité en réseau. Je me demande s'il ne faudrait pas un peu nuancer la modalité réseau pour les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que les vidéos et les posts qui circulent le plus sont les posts qui sont les plus vus. Mais il y a aussi peut-être la médiation qui est accomplie par les entreprises qui possèdent les réseaux sociaux elles-mêmes. Et du coup, il y a un intérêt à construire des types qui sont partageables. Du coup, vous avez parlé par exemple du fait que dans les cas des vidéos des incendies, il y avait souvent des adolescentes. C'est-à-dire qu'il y a une idée de maximiser la visibilité parce que la visée est nous faire passer du temps et du coup mettre en premier plan les vidéos qui ont plus de chances d'être regardées plus de fois. Du coup, je me demandais s'il n'y avait pas aussi là, dans ce genre de stéréotypes, une idéologie commerciale, une idéologie capitaliste qui fait de sorte que certains stéréotypes s'affirment. J'ai des retours bizarres. Bon, le deuxième, c'est une question, mais voilà, comme vous avez parlé dans les vidéos des incendies, vous avez posé la question comment prendre en compte les récits et les identités personnelles des gens qui ont produit les vidéos et les récits globaux de l'événement. Moi, je n'ai aucune réponse, mais je me demande si on ne pourrait pas adopter les points de vue de Paul Ricoeur, par exemple, pour rester en philosophie et en herméneutique, et de dire que les réseaux sociaux construisent une nouvelle forme de configuration, de mise en intrigue, on pourrait dire une défiguration, une configuration multiple, etc., et qui vise souvent à montrer les corps et les caractères des gens, mais ces gens
ne construisent pas un vrai récit. Mais voilà, c'est seulement une suggestion parce que c'était très intéressant ce projet et voilà. Non, bah merci. Alors, sur votre première question, hein, je suis tout à fait d'accord en fait qu'il faut considérer la communication polaire et la communication en réseau comme deux formes qui, dans la réalité, sont toujours mélangées. Hein, et en fait, cette distinction, elle est liée à Gabriel Tarde, qui parle lui-même, hein, qui dit toujours, enfin, c'est lui qui dit que la presse c'est une communication polaire, hein, il y a quelques journaux, doit toujours être complétée par la conversation. Et que la presse ne fonctionnerait pas en fait sans la conversation, qui est du coup une communication en réseau. Hein. Donc, je suis tout à fait d'accord que dans les deux cas, il y a à la fois de la communication polaire et de la communication en réseau, et que pour moi, les réseaux, dans le livre avec Gwenola, on défend l'idée que les réseaux sociaux, ils agissent en fait comme un métafiltre. C'est-à-dire que le seul fait de poster quelque chose sur un réseau social, eh bien, je rentre déjà dans un filtre, et effectivement, je rentre déjà dans un filtre en me pliant à toute une série de normes que m'impose le filtre. Hein. Et vous disiez tout à l'heure que sur Instagram et sur TikTok, on n'allait pas du tout avoir le même type de vidéo. Voilà, je sais quand je poste un jeu générique, quand je poste ma vidéo sur Instagram ou sur TikTok, je ne vais pas poster le même type de vidéo, et je ne vais pas poster le même type de vidéo si je m'identifie à un adolescent ou à une adolescente. Donc, vous avez tout à fait raison, et ça, là, on a un pôle. Et sur la deuxième question, voilà, je disais que pour moi, on a sur le réseau social, hein, sur les réseaux sociaux, une perception synaptique de l'événement, hein, c'est-à-dire une perception par touche locale, comme si j'avais différentes mains, disons, à différents endroits de la pièce. Voilà, je touche différentes choses et eh bien, il faut les resynchroniser. Et après, ce que je trouve frappant et voilà, qui pour moi une question, c'est comment ces vidéos qui sont quand même très très normées, en particulier voilà, ces adolescents, ces adolescentes, hein, qui se filment devant les fumées. Et en fait, ce qui se passe souvent, hein, c'est que les adolescents ne montrent pas leur visage. Ils montrent leurs mains, ils montrent leurs pieds, ils parlent devant le paysage, alors que les adolescentes se montrent en selfie. Et comment donc, dans ces formes assez rigides, en fait, il y a quand même quelque chose de personnel qui ressort. Et je trouve qu'il y a des vidéos. Alors aussi, c'est un truc avec un événement voilà, que j'ai vécu et que donc j'en suis plus touché. Mais je trouve qu'il y a des vidéos assez poignantes en fait, où on sent l'angoisse, l'angoisse. Puis j'ai un fils qui a à peu près l'âge de ces adolescents, donc voilà. Mais je trouve qu'il y a des vidéos où on sent l'angoisse, la détresse, parfois l'indifférence, mais on sent quelque chose de très personnel dans pourtant quelque chose qui est voilà, très normé par la plateforme. Les vidéos, elles se ressemblent. Il y en a aussi où il n'y a rien, mais parfois, par exemple, j'en ai montré une avec une vidéo alors parfaitement banale de la dune du Pilat avec la fumée, mais il y en a des centaines de vidéos comme ça. Et je crois que c'est une fille, a écrit un petit texte qui est couvert de fautes d'orthographe. C'est des fautes d'orthographe, il y en a énormes. En fait, ces fautes d'orthographe, elles disent quelque chose je trouve, elles disent quelque chose de l'effort de cette fille pour écrire, alors qu'elle ne doit pas écrire des dissertations tous les jours, voilà, qu'il y a de différentes façons et d'une façon que je ne comprends pas, en fait, dans ces cadres très, très normés, voilà, quelque chose de parfois très personnel et assez poignant qui s'affirme. Voilà. Il y avait encore une. Merci. J'avais deux questions, mais je ne sais pas si. L'intérêt de votre exposé, c'est d'avoir un processus de production d'image et
filtre de réception. Ma question, c'est revenir sur la question de Shannon des filtres. S'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de communication. Et s'il y a trop de filtres, il y a une image irréelle, une image plate. Et le dosage, comment il se fait? Donc, ça revient à la question d'avant. Il y a quand même une coproduction, soit de l'algorithme, soit du créateur artiste, soit des différents éditeurs qui font qu'il y a un dosage. Mais en même temps, il y a un apprentissage culturel pour doser un peu de fil, pas trop de fil. Parce que dans votre conclusion, il y a soit on va on reste sur le stéréotype, il y a un grand public, addition de fil pour avoir le public maximum, versus Shannon. Donc image plate plus image plate, avec le filtre émotion, que vous avez vu là. Soit vers l'IA artistique, filtre avec créateur, co-création, édition, ce qui est un peu le débat contemporain, mais le dosage des filtres, je ne vois pas comment ça peut se faire à part un processus culturel recouvrant le processus d'expérimentation où on est aujourd'hui. Si vous voulez que... Parce que je vous mettrai un exemple. Au début du cinéma, la première réflexion philosophique, à part la magie du cinéma, Méliès, on a eu, de mon point de vue, Edgar Morin, le cinéma et la machine imaginaire. Et lui, il a dû recalibrer par rapport au processus machinique quels sont les processus imaginaires qui collent et ceux qui ne collent pas. Et restons sur vos expérimentations. Non, c'est effectivement une question, et puis le fait qu'effectivement, en particulier sur l'usage des IA génératives, elles sont sans doute, l'usage n'est pas encore fixé, qu'on est dans une période mobile et comment cet usage va se fixer. Et voilà, je vois l'heure tourner sur mon ordinateur et je sens qu'il est temps que je laisse la parole. Donc, je vous remercie pour cette question, mais je vais pas essayer d'y répondre, mais c'est une vraie question. Voilà. Moi, je n'ai pas une question, mais juste un petit commentaire, en fait. J'ai trouvé que c'était très intéressant le fait que tu utilises le terme de déréalisation, qui quand même, au départ, appartient quand même au registre psychologique, psychiatrique, etc., et qui est très à la mode chez les adolescents, qui parlent souvent, en fait, je trouve ça vraiment intéressant, parce que je pense que d'autres générations plus anciennes ne faisaient pas du tout ça, d'épisodes de déréalisation. Et en fait, il y a quand même quelque chose entre ces deux modalités dont tu parles, je pense, où il y a vraiment une coexistence, puisque finalement, c'est comme si l'IA mettait en image des épisodes de déréalisation en exploitant ce décalage. Alors après, pour des stratégies d'évitement, d'invisibilisation, etc. Mais il y a quand même ça. Un exemple opposé au tien, c'est par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des séries coréennes où il y a beaucoup d'IA. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup en fait de petits contes, de petites choses, etc., qui sont censées représenter une certaine émotion non dite et qui est à la fois visible et invisibilisée. Et qui est totalement un cliché, c'est-à-dire qui sert en fait de modalité relationnelle à l'intérieur même de l'épisode de telle série, et en général des comédies. Je vais faire pareil, hein. Je suis quand même soucieux de laisser Federico le temps de parole, et j'ai trop tendance à déborder. Mais après, voilà, sur cette déréalisation, c'est quand même vraiment l'impression que donnaient sur le moment ces vidéos où la situation, enfin, je veux dire, le nuage de fumée, hein, pendant les incendies de 2022, le nuage de fumée était vraiment très, très pénible à respirer. Enfin, c'était vraiment très pesant et anxiogène. Et ces vidéos d'une grande légèreté, de danse sur ces plages avec un coucher de soleil, voilà, je pense, voilà, avaient pour fonction en fait de déréaliser la situation et de la rendre plus vivable en fait.
Bien. Merci. On fait une petite pause de 10 minutes et on reprend le séminaire. Merci.